Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et j'accompagne chaque jour ici à La Rochelle les reconversions, les questionnements et les virages à prendre. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours d'une femme qui, sur le papier, a coché toutes les cases du bingo professionnel. Diplôme de la Sorbonne, check. Avocate, check. Directrice juridique d'une grande enseigne de distribution, check. Un salaire et une situation sociale très confortable, check aussi. Bref, un CV qui brille. Et pourtant, à un moment, elle a dit stop. Elle a quitté ce monde pour un autre univers, l'immobilier, avec aujourd'hui une spécialisation dans l'immobilier en viager. Alors forcément, on peut se demander, mais enfin pourquoi ? Pourquoi laisser tomber un statut, un salaire, une reconnaissance sociale ? Mais au fond, est-ce vraiment une perte ? Est-ce qu'un statut social ou un salaire font de nous des personnes qui ont réussi ? Et au fond, qu'est-ce que la réussite ? Comment la mesure-t-on ? Et puis prendre un tel virage professionnel, ce n'est pas qu'une histoire de job, c'est aussi une histoire de rythme de vie, de rapport à l'argent, d'ego parfois, et même de regard des autres. Est-ce qu'on assume facilement de descendre d'un piédestal ? Est-ce qu'on dort mieux la nuit quand on arrête de courir après des objectifs intenables ? Et surtout, qu'est-ce qu'on découvre sur soi-même quand on change complètement de décor ? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mon invité du jour, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Paul. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Bon. Cette intro, j'ai vu que tu as noté des choses pendant mon introduction. Est-ce qu'il y a des choses à redire, non, c'est ça ? c'est plutôt moi qui me note des choses qui comptent pour moi. Ok, bon. Ça te va ? Ça correspond plutôt bien à ce que tu es, à ce que tu as fait ? Oui. T'es prête à nous raconter ton parcours ? Je sais pas si je suis prête, mais on va essayer. C'est en le faisant qu'on... Bon. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence par le commencement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais avant, d'où tu viens, ton parcours pré-reconversion, on va dire ? Oui. Alors parce que Nathalie a beaucoup d'expérience, donc on essaie de le résumer un petit peu. On va essayer de le résumer. Moi, j'ai commencé par des fonctions juridiques à Paris, d'abord comme avocat, ensuite comme directeur juridique. Tout ça, globalement, a duré 17 ans. Il s'avère que j'ai fait un premier achat d'une petite maison en périphérie de Paris la même année, en 2000-2001, donc au moment où je commençais à travailler. Et cette maison était dans son jus. J'ai pris beaucoup de plaisir à la rénover et surtout à ressusciter certains éléments anciens qui avaient dû cacher. À faire entrer la lumière, à gagner des volumes. Et j'ai pu faire ça aussi un peu en autonomie parce que ce disque dur de juriste m'a permis de faire toute la partie urba, donc les déclarations préalables ou les permis de construire, en mettant un peu les mains dedans, en allant au contact de ces sujets-là. C'était pas vraiment mon domaine, mais bon, par curiosité et par envie d'être pilote de mon propre projet, j'ai démarré comme ça. Pendant 17 ans, du coup, j'ai eu ce métier juridique et j'ai enchaîné un deuxième puis un troisième chantier de maison. Alors, c'était pas un métier, je précise bien, c'est toujours un sujet de domicile et de logement de la petite famille qui grandit. Le troisième chantier était de grande envergure cette fois-ci. Et ça nous a amené petit à petit à une situation en 2015 où j'ai eu mon dernier enfant et où j'ai ressenti vraiment de grosses difficultés à retourner en entreprise. C'est pas quelque chose que j'avais calculé ou anticipé. C'est vraiment un vécu sur le tas. C'est-à-dire qu'après le congé maternité, retourner en entreprise était vraiment devenu problématique. Je pouvais conduire et me demander mais qu'est-ce que je fais là ? Je supportais plus d'être enfermée entre quatre murs, je supportais plus les réunions. Donc voilà, pour une petite anecdote, c'est que je pouvais m'échapper en prétextant qu'il y avait un coup de fil du tribunal pour m'épargner tous ces temps qui étaient à la fois des temps enfermés, des temps de réunion de NIT, des temps où les gens s'écoutent parler. Comme quoi, ça arrive pas que, on a souvent l'image que ça peut s'apparenter à un burn-out, je pense qu'on peut... Je sais pas tout à fait, pour moi c'était plus une crise de place
que vraiment cette notion d'épuisement. Après, ça dépend ce qu'on met derrière le terme de burn-out, mais évidemment, il y avait probablement de la fatigue parce que avec le recul, je me rends compte qu'en 17 ans, j'ai à la fois fait cette carrière qui a vraiment très bien fonctionné, mais qui du coup était évidemment très exigeante. J'ai fait 3 enfants et 3 chantiers dans lesquels j'ai mis les mains dedans. Je veux dire, j'ai passé mon temps en treillis ou comme commis sur le chantier, avec évidemment tous les pépins qui arrivent, parfois des artisans qui viennent pas ou qui partent avec les sous. Donc ça veut dire engager des procédures. Voilà, c'est de la charge mentale, c'est de la charge de travail physiquement parlant. Donc oui, il y a eu sûrement de l'épuisement, mais ce que je ressens après coup, c'était plutôt cette fameuse question du qu'est-ce que je fais là ? L'envie de lumière, l'envie de sortir de cet univers un peu aseptisé en entreprise où il y a des codes pour savoir comment on doit s'habiller. Ce temps qu'on passe enfermé, pour moi, ça devenait un petit peu problématique. J'ai même envie de dire au niveau animal, c'est-à-dire que j'avais envie. Parfois, je prenais un dossier, je sortais juste le lire dehors pour pouvoir être en plein air. Bon, puis après, il y avait aussi là-dessus des sujets un peu classiques qui se sont greffés parce qu'en entreprise, on est amené. Alors, la fonction juridique est pas la plus valorisée. Par rapport à mes collègues DAF ou DRH. Et alors en plus quand on est une femme, voilà, moi il m'est arrivé de découvrir des écarts de salaire considérables au sein du comité de direction dont je faisais partie, là où on m'avait juré qu'il y avait une égalité de traitement. Donc tout ça conduit à un petit empilement de choses, surtout qu'en plus moi j'étais très engagée dans ma fonction, quand je défends une boîte, quand je défends un patron, et j'avais d'ailleurs toujours des retours excellents, mais du coup c'est vrai qu'on se demande un peu si on n'est pas pris pour une andouille. À l'époque, je dis à l'époque, c'est du coup en 2016, j'arrive pas à reprendre le travail correctement et le médecin m'arrête et là c'est un peu le hasard qui a fait que on a mis entre mes mains un bouquin de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse. J'ai commencé à découvrir des lectures sur la permaculture et donc je suis partie en Asie quelques mois pour vraiment découvrir cet univers là. En étant toujours en poste ou t'avais déjà quitté ton poste ? J'étais en arrêt maladie. Okay. J'étais en arrêt, mais j'ai emmené le petit et mon conjoint est venu. J'ai découvert la construction naturelle là-bas. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, avait fait sens sur mon besoin de lumière, mon besoin de ralentir, mon besoin d'être au contact des matériaux. Un peu plus tard, j'ai découvert ce que c'était que l'hypersensibilité. Et que j'étais concernée. Avant ça, j'avais pas toutes ces clés de lecture. Donc en fait, on avance avec un conditionnement social et familial sur des capacités scolaires, qui font qu'ensuite on fait des études, qu'il faut qu'ensuite on entame un métier. Et il me manquait tout un regard sur le besoin et la part créative en moi. Donc ça a été une découverte. Voilà, moi je me voyais comme performante et efficace alors qu'en fait j'étais créative et sensible. Ah ok, alors ça c'est intéressant et c'était une question que je voulais te poser aussi parce que, alors on va revenir sur cette espèce de coup de foudre pour l'immobilier, enfin les chantiers, etc. C'est plus les chantiers que l'immobilier, voilà. Moi ce que j'aimerais comprendre c'est au départ l'orientation vers le droit du coup, parce que tu disais donc que ça, finalement ça correspond peu à ta personnalité. Est-ce que c'est une pression sociale ? Est-ce que c'est vraiment une volonté d'aller dans le droit ? Au départ, moi j'étais plutôt sur un profil très généraliste au lycée, ça marchait très bien, j'étais en bac éco B, alors après ça s'est appelé ES, et quand j'ai exprimé mon envie de faire de l'architecture d'intérieur, parce qu'en fait, gamine, je dessinais l'intérieur des maisons, alors qu'en général les enfants dessinent une maison de dehors. Je savais pas très bien d'où me venait cette envie ou cette intuition, mais ce qui m'intéressait, c'était la distribution, c'est-à-dire la circulation à l'intérieur des locaux. Donc j'ai exprimé ça à peu près au moment du lycée. On m'a pas tellement prise au sérieux, j'avais
j'avais pas de mentor, j'avais pas d'adulte qui écoute ça. Et donc quand j'ai exprimé cette envie un peu timidement, on m'a fait peur en me disant qu'il fallait être doué en maths, et c'était pas vraiment ma matière forte, loin de là. Donc je me suis dégonflée, on va dire. Et à l'époque, la seule autre chose qui me parlait, c'était la défense du vivant. J'étais sensible à tout ce qui pouvait toucher à la préservation des espèces, aux forêts, à ce que dégagent les arbres. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a des collectifs qui font des trucs sympas. J'avais comme référence Greenpeace à l'époque. Et je me suis dit, je vais rentrer en fac de droit pour un jour pouvoir agir par ce biais-là sur des causes environnementales voilà, c'était ça qui m'attirait. C'est comme ça que je me suis retrouvée en fac de droit. Mais j'avais absolument pas de repères sur ce qu'étaient les métiers qui touchent au droit. J'avais pas de professionnel du droit dans mon environnement. Et après, donc, du coup, t'as suivi un petit peu le cours logique. Alors, le cours logique, tout le monde ne devient pas directrice juridique d'un groupe en fait, de distribution, c'est-à-dire que mes études m'ont conduit, parce que ça marchait bien. Je suis rentrée dans un magistère à la Sorbonne, qui était de très bon niveau, donc on se fait un peu draguer à la sortie. J'ai été contactée par un gros cabinet d'affaires qu'on appelle les Big Five, et donc sur des conditions de recrutement qui se refusent pas. Et donc je me suis retrouvée à 24 ans à démarrer sur des super chouettes dossiers, y compris à l'étranger. Et pour le coup, j'ai jamais sauvé la moindre race animale, moindre, je sais pas si on peut dire comme ça, mais j'ai malheureusement pas été là-dedans, et c'est aussi ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, je suis allée vers une carrière juridique, et je fais même pas quelque chose qui fait sens pour moi. Donc, clairement, ça a été un des éléments qui a facilité le fait que je quitte cette carrière-là. Au-delà du côté plein air, lumière et créativité, je pense que si j'avais été orientée petit à petit vers à défendre ou à participer à la défense de mouvements en faveur de certaines causes environnementales, je serais peut-être restée dans la carrière juridique. Mais en définitive, un dossier en amenant un autre, une proposition d'embauche, et puis je dis toujours que les rencontres comptent, et je n'ai pas fait pendant ces 17 ans une rencontre qui puisse m'amener à bifurquer vers un client, vers une organisation qui aurait pu faire sens pour moi. Et ensuite, quand on sort de ce que j'y ai repensé ces dernières années depuis 2017, mais toute la partie juridique, elle demande d'être vraiment dedans. Une fois qu'on en sort, en tout cas c'est ma perception, j'y suis pas retournée. Ça a été quelque chose qui m'a trotté dans la tête ces dernières années, sous l'angle de la RSE, sous l'angle des actions collectives. Et finalement, non, je suis restée dans l'univers des travaux. Okay. Et voilà. Et alors justement, ces travaux, donc tu as dit que donc à côté de ta carrière, pendant que tu étais donc dans ta carrière juridique, t'as fait des achats immobiliers, quoi, en fait, c'est ça. Et en faisant les travaux, j'ai utilisé l'expression coup de foudre tout à l'heure. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que t'as eu vraiment un coup de foudre pour ce milieu-là? Non, je crois pas que c'est un coup de foudre. C'est vraiment quelque chose qui est venu petit à petit. Le premier achat, c'était lié à la volonté avec mon chéri à l'époque d'avoir une petite maison pour s'installer et une envie de faire un bébé tout simplement. Donc on avait besoin de mètres carrés. On était dans un tout petit T2, donc c'est vraiment une construction familiale qui a fait que je me suis tournée vers cette petite maison. Et ensuite il a fallu pousser les murs parce qu'il y avait un deuxième enfant, etc. C'est vraiment en étant dedans que j'ai pris goût au fait de décrocher une vieille moquette, de retrouver un ancien parquet. J'ai appris à poncer, j'ai appris les différentes choses sur le travail du bois. C'est vraiment mon plus grand dada à l'intérieur de tout ça, c'est les matériaux et notamment le bois. Donc au démarche, c'est vraiment la motivation, c'est se loger. Simplement, et c'est en faisant que tu t'es rendu compte que ça te plaisait. En faisant, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et le passage en Thaïlande et le hasard qui a fait que dans ce lieu où je suis allée pour faire de la permaculture,
En fait, il s'avère qu'il y avait de l'éco-construction, terre-paille, et là, en fait, ça a rejoint la notion de sens, parce qu'on est dans des valeurs constructives saines pour la planète, saines pour celui qui occupe le logement, et donc à notre retour, ça m'a donné suffisamment de foi, j'ai envie de dire, sur ok, je peux clairement pas retourner dans Paris, entre quatre murs, dans le béton, dans les embouteillages, dans des horaires de bureau, dans des contextes de dress code. Voilà, c'était plus possible. Ouais. Et ça m'avait donné cette force de me dire, voilà, j'ai besoin de passer à quelque chose où je vais m'aligner. C'est vraiment ça, pour moi, qui a été le fil conducteur, c'est cette notion d'alignement sur ce qui me fait du bien, ce qui me fait vibrer. Et donc, on a fait ce choix de quitter Paris avec mon conjoint. Donc c'est vrai que là, j'ai mis fin à une carrière. Personne n'a compris dans mon entourage. Mais on n'avait déjà pas compris quand j'avais quitté le métier d'avocat pour celui de juriste en entreprise. Hein, okay. C'était déjà un déclassement. On disait, oh là là, mais en plus tu vas t'ennuyer. Il y a moins d'adrénaline que dans le métier d'avocat. C'était vu comme un déclassement. Ouais, c'était perçu comme un déclassement. Et ben oui, parce qu'avocat d'affaires, dans les grands cabinets, c'est prestigieux. Okay. Et en plus, les avocats perçoivent la fonction juridique en entreprise comme étant un peu rébarbative et peut-être avec des tâches de répétition. C'est pas du tout le cas, surtout si on a cette curiosité d'aller au contact, de la perception que vont avoir des DAF, des DRH, d'autres métiers. Et là, du coup, en fait, l'outil juridique est vécu comme quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Il faut être agile. On n'est pas là pour mettre des barrières. Et donc, en fait, quand on rentre vraiment dans les mécaniques d'entreprise, c'est passionnant. Et ça demande d'être un couteau suisse pour aller justement faire plein de choses différentes. Donc, ça a été 2 changements que moi, j'ai vécu plutôt très bien. Et de toute façon, ça s'imposait à moi... Ça relève vraiment du bien-être, d'un alignement. Le passage d'avocat à directrice juridique, du coup, c'était parce que t'avais envie de voir autre chose ou comment tu voyais la chose au moment où t'es passé d'avocate à directrice juridique? Alors ce choix-là, je l'ai fait parce que quand j'étais avocat, on avait un engagement très important, ne serait-ce qu'en termes horaires. Des journées très longues, travailler y compris les jours fériés, enfin voilà, et en fait ça ne me dérangeait pas en soi dans le sens où il y avait quelque chose d'assez passionnant, les dossiers étaient dingues, mais j'ai eu 2 bébés à 1 an d'écart et il était assez clair que à la fin du 2e congé mat, il fallait faire un choix. Je pouvais pas être maman, espérer les voir grandir, être là. Je pouvais m'inspirer un peu de ce que je voyais, des femmes qui avaient déjà un peu d'avance par rapport à moi. En fait, mon idée était que si je restais avocat à Paris, soit je fais mal mon travail, en tout cas je peux plus le faire comme le métier l'impose dans cette fonction-là et encore une fois à Paris. Soit je veux être maman, mais du coup je vais pas être bien dans... Voilà, les deux n'allaient pas ensemble. Et donc le transfert s'est imposé dans l'idée de dire si je suis juriste en entreprise, je vais avoir des horaires de bureau, certes parisiens, mais ça restera nettement plus raisonnable que ce qu'on fait en cabinet d'affaires. Okay. Donc c'était une question de cohérence. Et mes bébés, je voulais les voir, je voulais rentrer le soir et qu'ils soient pas déjà couchés. Je voulais les voir grandir. Et donc cette envie d'un équilibre m'a fait bouger. Ouais. C'était déjà une question d'équilibre vie pro vie perso quoi cette décision-là. C'était complètement une question d'équilibre. Ok. Alors revenons-en du coup sur la partie comment on peut dire ça, travaux, on va dire ça comme ça. Donc les chantiers que tu fais, tu les fais toi-même ou enfin tu fais tout toi-même sur les maisons que tu rénoves? Non, parce que je suis pas artisan, j'ai pas les savoir-faire. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. En fait, moi ma compétence c'est plutôt au niveau de la prospection, d'être capable de détecter sur un bien le potentiel. D'accord.
Alors, il y a des choses qui sont relativement factuelles. On va considérer que sur une petite maison, par exemple, si elle est non mitoyenne, c'est chouette. Si l'emplacement est calme, tout ça, ce sera plus propice. Et puis, il y a des choses qui sont plus intuitives et personnelles. Quand je rentre dans un lieu, pour moi, c'est assez facile de projeter sur le potentiel, de déterminer si on peut faire un rampant pour gagner du volume, si on peut venir abattre telle cloison pour faciliter la circulation, ou si on peut casser des allèges pour que la lumière rentre mieux avec des menuiseries qui seront plus généreuses. C'est même la partie qui m'intéresse le plus, en fait. C'est faire en sorte que des lieux parfois un peu cloisonnés, dans lesquels on est triqué, puissent gagner en circulation, c'est de la gestion de l'espace, quoi. Enfin, c'est de l'aménagement intérieur, quoi. C'est de l'aménagement intérieur qui va être guidé par cette notion de ce qu'on y ressent. C'est pour ça aussi que je suis attentive aux matériaux. Ce qui va être déterminant pour moi, ça va être d'amener un mélange de matériaux qui vont faire sens aussi par rapport à l'histoire du bien, par rapport à son environnement. On fait pas la même chose en Bretagne et en Alsace. Voilà, il y a une cohérence globale. Et puis ensuite là-dessus, c'est greffé la notion de matériaux bons pour la santé, bons pour l'habitat. Ça, c'est venu plus tard. J'ai découvert effectivement qu'on peut privilégier des isolants biosourcés pour éviter d'aller mettre une ancienne laine de verre, parce que tout ça ensuite a des conséquences sur ce qu'on respire à l'intérieur de l'habitat, et puis ça fait sens aussi pour la planète. Donc petit à petit, ça a coché des cases aussi bien sur des envies de création que sur des valeurs personnelles. Et alors, donc ton départ de ta fonction juridique, de directrice juridique, c'est il y a combien de temps ? 2017. 2017. Et tu te lances directement dans le monde de l'immobilier, ou est-ce qu'il y a une petite période de réflexion ? Non. Du jour pour le lendemain, en fait, le départ, il impliquait de quitter l'entreprise pour laquelle je travaillais. Donc ça s'est très bien passé puisque les choses se sont faites en transparence. Et vendre la dernière maison qui était du coup totalement rénovée. Et en quelques jours, on a acheté une voiture parce qu'on n'en avait pas à Paris. Et on avait envie d'aller dans la direction de l'Atlantique. On a pris 2 ou 3 nuits en Airbnb pour arriver à La Rochelle. Je connaissais pas cette partie-là du territoire. Ça nous a plu. Donc on a cherché un peu en catastrophe une location pérenne, parce qu'on avait le petit dernier qui avait 18 mois dans la voiture. Effectivement. Et on a eu la chance de trouver une petite location qui nous permette de stabiliser les choses pendant quelques semaines. Mais en fait, dès les premiers jours, j'ai trouvé un terrain. Je crois qu'on est arrivé le 8 août et j'ai trouvé le terrain le 15 août. Un terrain pour faire construire, du coup ? Voilà, ce qui était au départ pas l'idée, puisque moi j'ai toujours été dans la réhabilitation, mais c'était un terrain qui avait un charme fou. Et donc on est parti dans l'idée de faire une construction bois. En plus, c'était un espace boisé classé, donc il y avait encore une fois cette notion de cohérence entre le bâti et son environnement. Et en parallèle de ce projet-là, qui était un projet un peu de longue haleine, j'ai démarré une prospection pour trouver une petite maison dans son jus, dans laquelle on a pu se loger tout en entamant les travaux de réhabilitation. Donc ça a été d'emblée un double projet, mais encore une fois qui était toujours pas professionnel. Parce que c'est de la résidence principale, oui. C'est toujours un sujet de logement familial, encore une fois, mais avec cette façon de faire en autonomie, mes permis sur les 2 maisons, trouver les artisans. Et quel moment tu t'es dit je vais en faire mon activité professionnelle du coup ? Alors je l'ai envisagé 3 ans plus tard, en me disant je pouvais peut-être envisager le métier de marchand de biens. Et puis j'ai eu des doutes, est-ce que je suis légitime parce que j'avais pas de diplôme dans cet univers-là. J'ai eu des doutes aussi parce que en 2020, quand j'envisage cette immatriculation, ça fait seulement à peine 3 ans que je suis à La Rochelle, donc j'ai pas vraiment de connexion. C'est pas évident de savoir. Il faut pouvoir compter sur un réseau d'artisans, sur un réseau global dans l'immobilier pour faire ce métier-là. Le réseau, toujours le réseau. Et donc cette crainte a fait que j'ai pas entamé ce métier. Et j'ai
fait d'autres chantiers, cette fois-ci dans une démarche d'investissement locatif. Donc là, ça m'a conduit à réhabiliter quelques appartements, soit en revente, soit justement en démarrant une gestion locative de long terme. J'aimerais qu'on aborde un sujet important dans le fait de quitter une situation qui est plutôt très confortable financièrement, socialement, etc. Tu parlais tout à l'heure des réactions qu'il y avait eu autour de toi quand tu es partie de ce poste de directrice juridique. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Est-ce que socialement t'as senti comment on peut dire ça, j'allais dire une rétrogradation, mais bon, c'est pas très positif, mais est-ce que t'as senti que ça changeait un petit peu autour de toi, socialement parlant? Alors, pas vraiment. Je pense que les gens ensuite, petit à petit, ont aussi une autre forme de regard et d'admiration, entre guillemets, quand un petit bout de femme peut transformer une maison, et quand on voit les photos avant-après, il y a une forme de concrétisation, de réussite. Même quand j'ai basculé d'avocat à juriste, au départ, on pense qu'on va avoir un déclassement, ne serait-ce qu'en termes de salaire. Mais en fin de compte, si on performe dans l'industrie, dans l'entreprise en général, ou quand on travaille pour des fonds d'investissement, moi, typiquement, j'ai mieux gagné ma vie ensuite en tant que directeur juridique qu'avocat d'affaires. Enfin, je veux dire, j'ai suivi une ligne de croissance qui était en cohérence avec la carrière. Donc, tout ça, c'est un peu des a priori. Et puis, sur mes projets immobiliers, dans les chantiers, avoir cette double casquette sur la partie permis de construire et pilotage travaux, ouais, ça amène quand même une forme de respect. Je me suis pas sentie, j'ai pas senti des regards de travers. Mis au banc de la société. Et puis surtout, moi, encore une fois, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin dans une démarche d'alignement. Je ressens que j'ai envie d'être dehors, je ressens que j'ai envie d'être sur le terrain. Je prends plaisir à être avec des charpentiers, des maçons. J'apprends à leur contact. Je trouve qu'en fait, on est constamment amené à réfléchir. On a constamment des pépins en cours de chantier et il faut être agile pour trouver des solutions. Ce qui suppose de savoir écouter, ce qui suppose de savoir s'adapter. Donc en fait, le challenge intellectuel, il est tout aussi présent. Mais des fois, c'est quand même difficile à faire passer ce message, non? Je sais pas si tu l'as ressenti, mais de dire j'ai besoin de me réaligner. Ou alors, c'est peut-être pas difficile à le faire passer, mais peut-être que des fois, il y a des gens qui sont peut-être qui ont plus de mal à le percevoir, on va dire. C'est possible. Après, je pense qu'on change aussi de cercle. On change. Ouais. Pour le coup, depuis 8 ans, je suis à La Rochelle et je suis pas entourée de tous ceux de tous ceux qui pouvaient m'entourer à Paris. Ouais. Bon, puis les mentalités changent aussi, mine de rien, depuis 15 ans. La notion d'alignement, elle se diffuse. Cette envie d'avoir une activité qui fait sens pour soi. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais j'apprécie la liberté que j'ai dans mon quotidien, de ne pas avoir d'horaire, de ne pas être dans un bureau, de pouvoir piloter plusieurs projets en même temps, et puis d'aller chercher ces nouvelles compétences dans le domaine, par exemple, du biosourcé, dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, il faut accepter de le faire par petits pas, en acceptant l'idée qu'on peut se tromper, en ayant simplement la motivation de faire de son mieux, et surtout d'apprendre au contact des autres. Et puis tout dernièrement, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais c'est vrai que j'ai fait le choix d'un dernier changement, en me tournant vers le métier d'expert viager, pour faire finalement le lien entre des compétences juridiques et ma passion pour l'habitat, et surtout cette notion de bien-être dans l'habitat. Et depuis quelques mois, ce dernier virage, ça m'amène à accompagner les seniors pour toutes les problématiques autour de l'habitat, à la fois dans une démarche patrimoniale, parce que les différents mécanismes en viager permettent d'avoir des leviers financiers. Et aujourd'hui, les personnes âgées, elles ont parfois besoin de financer soit un complément de retraite, soit des soins. Alors ça peut être pour un des deux dans le couple. Donc il y a des ambitions financières, on va pas se cacher.
mais qui font sens avec le troisième âge. Et en même temps, j'ai cette possibilité de leur proposer un accompagnement sur l'habitat, peut-être pour faire quelques travaux qui vont permettre soit de mieux vendre le bien, le mettre au goût du jour, soit pour les guider sur des travaux d'aménagement qui sont nécessaires avec l'âge. Parce que les personnes âgées sont pas toujours informées qu'il peut y avoir des financements en matière d'adaptation du logement. Et du coup, en tant qu'expert viager aujourd'hui, j'ai trouvé une façon de mettre à profit des compétences qui sont à la fois humaines, juridiques et immobilières. Ok, oui, donc finalement, en fait, ton entourage a quand même compris ce pas, alors j'allais dire en arrière, mais c'est pas vraiment en arrière, puisque au final, est-ce que, tiens, c'est une bonne question ça, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on ressort de tout ça est-ce que finalement se réaligner un petit peu avec ses valeurs, c'est pas avoir mieux réussi que d'avoir un gros salaire en fin de mois, que d'avoir une situation très confortable? Oui, alors c'est pas un pas en arrière, je dirais que c'est plutôt un pas de côté. Ouais, voilà. En fait, on va pas se mentir, quand on vit dans une société, et puis à l'intérieur de ça, dans un cocon familial, on a un conditionnement. Et de mon point de vue, on apprend à se connaître ensuite avec le temps. Parfois, ça vient plus ou moins jeune. On découvre des choses sur soi, aussi au hasard des événements de la vie. Et apprendre à se connaître, à s'assurer aussi qu'on a finalement une activité professionnelle qui prend l'essentiel de notre temps, en cohérence avec qui on est profondément. Je pense que ça participe vraiment on va dire au bonheur. Bien évidemment qu'il faut pouvoir en vivre pour pouvoir nourrir ses gamins, s'habiller et puis être serein. Mais en fin de compte, c'est pas l'accumulation de richesses, de primes, et de mon point de vue, encore une fois, je parle que pour moi, qui fait qu'on va se sentir mieux parce qu'on a tel livret A, tel PEL ou tel placement ici ou là. Quand on a au quotidien le plaisir d'être animé par des projets, des dossiers, des rencontres, qui nous font du bien, qui font qu'on a la sensation d'être à sa place. Quel bonheur. Il y a un bon indice aussi, tu en parlais tout à l'heure quand tu décrivais comment tu te sentais sur ton parcours de directrice juridique, mais rien que d'avoir plaisir à se lever le matin, c'est déjà un bon indice de est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas, quoi. Exactement, enfin moi il suffit de voir ce qu'on résume parfois au travers de l'ikigai, cette notion de est-ce que je fais quelque chose qui me plaît, quelque chose qui est utile à la société, donc pour lequel je peux être rémunéré. Encore une fois, on est dans la recherche d'un équilibre pour être sur quelque chose qui soit viable, mais qui surtout finit par nous donner la sensation d'avoir trouvé une harmonie entre des choses dont on a besoin profondément et la nécessité de gagner un petit peu sa vie. Oui, quand même. Ok, donc retrouver du sens, c'est forcément positif, effectivement. Bon, maintenant, je suppose que on va pas mentir à nos auditeurs et nos auditrices. Il y a quand même des périodes de doute, je suppose, dans ces périodes-là. Est-ce que toi, t'en as eu? Quels ont été ces doutes et comment tu t'en es sorti? Oui, il y a des moments durs et il y a des doutes sous toutes ces formes. On peut avoir des moments de galère sur des chantiers où on n'a pas la main sur les différents acteurs, les parties prenantes, et on peut parfois se dire mince, pourquoi j'ai fait ça, pour me retrouver dans la poussière, sur des choses qui sont physiquement épuisantes aussi. Il n'y a pas de filet, j'ai pas dans ces cas-là de salaire qui tombe, pas de mutuelle, pas de cotisation retraite. Donc il y a des considérations qui parfois s'accumulent, se mélangent en fonction des pépins qu'on rencontre pour la partie chantier par exemple. Les autres difficultés, elles peuvent être parfois, moi je les ai ressenties en 2021, donc ça faisait 4 ans que que j'avais décroché du monde du salariat et du juridique. J'ai eu des doutes et des difficultés par rapport à un besoin de retrouver un peu de vie sociale au sein de l'entreprise. C'est-à-dire cette notion d'équipe, de collègues, de projet dans du collectif. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu un épisode où je suis retournée en entreprise portée par cette envie-là de retrouver à la fois un peu de sécurité et cette vie sociale-là, parce qu'à chaque rentrée,
quand on est un électron libre comme ça, sans filet, sans véritable statut, surtout que tous ces projets, encore une fois, j'étais pas immatriculée, j'étais pas dans un cadre pro entre 2017 et 2021 notamment. Donc ça sont les doutes auxquels on peut être confronté. Parfois on se demande si on est légitime, parce qu'effectivement dans le monde du bâtiment, il y a des gens qui sont diplômés, qui sont architectes, qui sont thermiciens, qui sont bureaux d'études. Moi ça fait 25 ans que j'apprends sur le tas, et c'est vrai qu'on a parfois des doutes ou un sentiment un peu d'isolement. Ouais, de se sentir un petit peu seul. Et donc du coup, toi, ta solution, ça a été de reprendre un autre job, quoi, c'est ça? Qui était à durée limitée, ou t'es parti finalement? Non, c'était pas à durée limitée. En fait, c'était dans le secteur de la restauration du patrimoine. Donc, on était quand même toujours dans mon secteur. J'avais accepté des fonctions à la fois c'était pour une petite structure, donc qui n'avait pas d'énormes capacités d'embauche, et ils étaient intéressés par ce double profil que je pouvais avoir à la fois sous l'angle juridique et de prospection, donc de développement commercial. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc à démarrer ce poste avec une double casquette et beaucoup de motivation. Bon, pour des raisons que je vais pas développer ici, je suis pas restée dans la structure, et il a fallu se réinventer en 2022. Là, j'ai eu un épisode très différent, c'est que j'avais sur mon terrain un vieil appentis, un vieux bâtiment de 100 mètres carrés qui était en ruine. Je savais que sur ce terrain avait existé par le passé une activité de guinguette dans les années 30, et puis ensuite après-guerre c'était un lieu de bal. Donc là j'ai eu un épisode pendant un peu plus de 2 ans, encore une fois à mon compte, qui comportait un premier volet travaux pour réhabiliter ce vieux bâti, lui redonner tout son charme de pierre, de bois, etc. Et un deuxième volet qui était cette fois-ci plus commercial, pour créer ma structure de location d'espace et de création d'événements. Ça s'est appelé le Robinson, ça a bien marché. C'était une super chouette aventure. C'était un espace atypique, bucolique, donc ça me correspondait, et ça m'a permis de découvrir et développer d'autres talents, j'ai envie de dire, pour avoir un site web, pour communiquer sur les réseaux, de m'entourer de partenaires susceptibles d'intervenir sur les événements, et c'était, humainement parlant, c'était super chouette. Ça a nourri cette partie-là qui avait besoin d'être nourrie. Et alors aujourd'hui, comment ce besoin de faire partie d'un collectif, de travailler avec d'autres gens, etc., est-ce que t'as trouvé d'autres manières de faire que de prendre un autre poste pour essayer de combler cette entre guillemets solitude? Alors j'ai répondu à ce sujet-là pour mon activité actuelle. En tant qu'expert viager, c'est vrai que je pouvais choisir de prendre ma carte d'agent, puisque j'ai le bagage juridique qui permet auprès de la CCI d'être indépendant et d'être agent immobilier. Mais c'était important pour moi de faire partie d'une équipe, et d'une équipe spécialisée sur cette fonction-là, parce que j'ai toujours cette envie à la fois d'avoir de l'humain, des collègues pour rigoler, mais d'avoir aussi surtout des gens qui sont très pros sur ce métier. C'est très technique, et ça me tenait à cœur d'avoir des gens qui ont fait le choix d'être sur cette niche, et pas de se disperser sur des fonctions dans ce qu'on appelle l'immobilier traditionnel, d'achat et de revente de maisons et d'appart. Donc oui, je réponds à ce besoin sur le collectif en ayant rejoint une équipe qui s'appelle Votre Viager, et puis peut-être que ça grossira, on verra. Ouais. Après, je consacre aussi pas mal de temps à titre perso à un autre projet immobilier sur lequel je vais m'entourer d'une équipe qui aura la même vision que moi du bâtiment, c'est-à-dire cette notion de respect des lieux, de respect des matériaux. On va pas chercher l'ultra moderne, on va pas chercher la domotique, on va pas chercher le clinquant ou le luxueux. C'est vraiment plutôt d'aller travailler les matériaux, la lumière, le végétal. Et voilà, je sais que ce projet-là sera nourrissant aussi au plan humain. Si on fait un petit retour en arrière, là, un petit bilan, on prend un petit peu de hauteur. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de tout ce parcours, que ce soit sur la reconversion, sur ton passé dans le droit, sur aujourd'hui ce que tu fais, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je suis pas fâchée sur le fait d'avoir démarré dans ma vie comme dans l'univers juridique.
Je pense qu'il y a eu un cheminement, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que les gens puissent avoir un cheminement, ne pas rester figé dans un poste au prétexte qu'il y a un confort social ou matériel. C'est important petit à petit d'écouter des choses qu'on peut avoir en soi, qui mettent du temps à s'exprimer, qui nécessitent parfois un peu d'explorer. Parfois c'est évident, parfois ça l'est pas, hein, ça va dépendre des personnalités. Je pense que c'est important d'accepter de dévier. Quand on dit on est sur des rails, mais c'est important de dévier. Si on va chercher une meilleure harmonie avec ce qui fait notre patte, ce qui fait ce à quoi on est sensible. Et c'est pas forcément dévier complètement. On n'est pas toujours obligé de quitter complètement un métier. On peut peut-être faire un mi-temps et puis consacrer du temps à l'autre partie de soi pour la laisser un peu se développer, pour explorer. Il faut accepter de tâtonner, de se tromper éventuellement. Mais en tout cas, pas mettre juste un mouchoir dessus en se disant ah bah non, je peux pas, c'est impossible. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est qu'on quitte jamais tout du jour au lendemain, quoi. Ça se fait toujours progressivement, et puis il y a des manières de. Enfin voilà, c'est toi tu t'as commencé en faisant à côté de ton métier des chantiers. Et puis petit à petit, ça a pris plus de place dans ta tête, etc. Ouais, donc voilà. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai fait la bascule en 2017. J'avais derrière moi des économies liées à mon travail, mais liées aussi à mes chantiers, aux maisons que j'avais retapées et qui avaient été bien revendues une fois rénovées. Donc c'est plus facile d'amorcer une bascule quand on a un peu d'économie derrière soi, on va pas se mentir. Mais voilà, ce que je garde surtout à l'idée, c'est de se connecter à soi sur ce qui fait sens, ce qui nous bouleverse, ce qui nous touche, ce qui nous motive, et accepter peut-être par petits pas d'explorer ça en ne pas écouter ceux qui disent que c'est pas possible, mais plutôt se dire ok, si je laissais, tiens, le vendredi par exemple, bah, je vais me mettre au 4/5e, mais le vendredi je vais travailler à ce projet. Ouais. De qui de quoi j'ai besoin, avec qui j'en parle, et ne pas suivre, ne pas écouter ceux qui auraient une vision un petit peu trop sécuritaire. C'est vrai aussi que faut accepter de pas être complètement dans le contrôle. Ouais. Faut faire un peu confiance à l'univers, aux rencontres, et aller explorer ça, aller sur des salons qui concernent le domaine qui est susceptible de nous passionner. C'est vraiment essayer d'aller chercher ce qui fait une résonance avec ce qu'on a dans notre ventre, dans notre bide, dans notre tripes, dans notre cœur, plutôt que d'avoir une approche trop rationnelle, parce qu'on nous apprend, surtout l'approche occidentale, c'est vraiment d'être dans quelque chose de très cartésien. Tu fais des études, ok, tu as un poste, et puis tout ça, on fonctionne avec notre mental, et on laisse peu de place à ce qui relève de nos intuitions et de notre ressenti, de nos passions, de notre cœur, en fait. Bon, et moi j'aimerais aussi que tu dises un petit mot sur parce que alors moi en bilan ou même dans mes relations personnelles, je vois beaucoup de gens qui disent qui ne comprennent pas qu'on puisse quitter une situation notamment parce que financièrement confortable. J'en vois beaucoup qui, quand ils voient des exemples comme le tien, ils sont les fesses par terre et ils se disent mais comment c'est possible de quitter une situation comme ça. Moi j'aimerais que tu dises un petit mot pour ces gens-là, dire pourquoi est-ce qu'on quitte une situation comme ça, qu'est-ce qui motive, et essayer de leur faire comprendre pourquoi est-ce que ce n'est pas si fantasque que ça. Non, c'est possible. En fait, on est dans un modèle de société dans lequel on cherche à gagner plus, on accumule aussi plus de biens. Il y a cette notion comme ça de carrière et de progression dans la rémunération. Et voilà, au départ, on a une petite bagnole pas terrible, puis ensuite on a une meilleure voiture, et puis après on a peut-être 2 voitures. Enfin voilà, c'est pour prendre cet exemple-là. Mais c'est vrai que moi j'ai fait le choix de diviser le revenu parce que en reprenant la notion de besoin, je préfère avoir plus de temps pour moi, avoir la capacité d'être dehors, de répondre à ses besoins, que d'avoir la possibilité de financer des nuits dans des hôtels de luxe ou dans des Club Med ou dans plus de chaussures, plus de voitures, plus de tout ça. C'est un détachement matériel aussi, hein, que d'aller réduire ses besoins. Parce qu'en fait, on y arrive petit à petit. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Ouais, est-ce que c'est le matériel ou est-ce que c'est d'autres choses, quoi. La notion d'équilibre, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de dormir dehors non plus.
On est content de pouvoir faire plaisir à nos enfants, de leur payer des activités périscolaires, etc. Donc trouver l'équilibre, c'est très personnel à chacun de définir où est le besoin et le curseur en conséquence. Dans mon cas, je me sens plus heureuse aujourd'hui de cette façon-là qu'en étant dans un système d'horaire du lundi au vendredi. Moi, je me suis sentie coincée dans le salariat. C'est comme ça que j'ai fait. J'aurais peut-être pu faire autrement, avec un temps partiel. Mais bon, comme j'avais aussi envie d'une meilleure qualité de vie et de lumière, ça a fait que de toute façon, il fallait. Pour moi, c'était vital de quitter Paris. Depuis gamine, je demandais à être en province. Donc voilà, j'ai ouvert les yeux sur le fait que j'avais des choses qui étaient profondément ancrées en moi. C'était pas un caprice un mardi matin. Ok, super. Et merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que on a abordé tous les sujets que tu voulais aborder ou pas? Ouais, je pense que je pourrais juste ajouter une chose que j'ai pas pensé à le préciser, mais c'est vrai que je me suis fait accompagner plusieurs fois. Oui. Une première fois en 2017 sur un bilan de compétences qui a été financé à l'époque par l'entreprise que je quittais. Okay. Ça a fait partie des conditions de la rupture. En jouant le jeu d'un bilan de compétences, c'est-à-dire vraiment en essayant de faire les exercices, de répondre aux questions en lâchant prise. Et j'ai eu un autre accompagnement un peu de ce type l'hiver dernier, qui m'a permis effectivement de réfléchir entre le domaine de la construction et le domaine juridique. Et c'est ce dernier accompagnement qui m'a permis de faire ce choix, de m'installer en tant qu'expert viager. Donc je pense que c'est important d'aller au contact des gens qui ont cette compétence, de nous accompagner et peut-être d'en rencontrer 2 ou 3 pour voir avec qui on a un feeling. Ça a été des étapes importantes, ces bilans, ces accompagnements. Ouais, c'est important. Encore une fois, c'est une façon de faire un pas de côté, de laisser la personne aussi nous proposer des questionnements, des exercices. C'est l'occasion d'aller chercher des lectures en développement personnel sur des principes qu'on va trouver au Japon ou bien dans la philosophie bouddhiste. Tout ça se rejoint et je trouve que ça nourrit pas que la partie pro. Finalement, ça rejaillit sur les choix de vie. C'est des process où, en fait, finalement, le plus important, c'est que t'apprends à te connaître toi et où est le sens que tu donnes aux choses, quelles sont tes réactions dans telle ou telle situation, et donc de trouver, finalement, effectivement, ça sert pas que dans le pro, ça sert aussi et beaucoup aussi dans le perso. Ouais. Oui, ça rejaillit complètement. Sur nos relations personnelles, sur les gens qui nous entourent, les choix qu'on fait. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir un large panel de gens qui ont fait ce choix-là d'être dans l'accompagnement sur des moments de reconversion, avec leur personnalité, avec leur approche. Et c'est chouette de pouvoir aller... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Les 2 fois où ça m'est arrivé, ça a été avec une vraie conviction par rapport au choix de la personne qui m'a accompagnée. Ok, écoute Nathalie, alors avant qu'on se quitte, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ton activité actuelle, donc dans l'immobilier autour du viager, c'est ça? Oui. T'accompagnes des personnes âgées qui vont en viager? Les personnes âgées qui vont avoir un bien, alors soit c'est la maison que les personnes occupent, mais ça peut aussi concerner une résidence secondaire, admettons un petit appartement qu'ils louent à Royan ou ailleurs. L'optique des outils en viager, parce qu'il y a plusieurs mécanismes, on peut vendre en viager occupé, en viager libre, en UPRO, on a différents outils techniquement qui permettent vraiment de s'adapter à la situation de la personne âgée ou du couple, sur des considérations à la fois matérielles, est-ce qu'elles veulent continuer à occuper le bien ou pas, et tout en ayant toujours une optique d'optimisation fiscale et financière, parce que c'est leur intérêt, évidemment. Donc toi, tu leur apportes un conseil, c'est ça, là-dessus? Moi, j'apporte un conseil qui est à la fois juridique et économique, avec des outils pointus qui permettent de faire différents calculs. Il y a une grosse part d'écoute, vraiment, sur leurs attentes. Il y a aussi des gens qui le font alors qu'ils ont des grosses capacités financières. Ils ne le font pas toujours parce qu'ils ont un souci financier. Parfois, ils le font dans une volonté, par exemple, de transmission anticipée. Ouais. Donc, ils vont vendre un appartement en viager. Ça leur procure une rente.
qui va mettre peut-être un petit peu de complément de retraite, mais le bouquet, donc l'acompte qui est immédiatement touché au moment de la vente en viager, ils vont le distribuer à leurs enfants. Donc c'est vraiment, les motivations sont variables d'un foyer à l'autre. Moi, j'ai le souci d'accompagner ça avec mon intégrité, mon éthique, parce que c'est vrai aussi que c'est un public qui est dit vulnérable, et c'est pas pour rien. Par ailleurs, côté acheteur, c'est aussi pour des gens qui auraient l'envie d'investir, de faire un premier investissement dans l'immobilier. Ça permet d'accéder à un marché qu'on connaît pas bien, souvent qui concerne des biens qui sont un peu des pépites, parce qu'ils ont été achetés il y a longtemps, avec une décote, parce que le bien est vendu moins cher en viager. Et on n'a pas besoin des banques, puisque typiquement, au travers de la rente qu'on paye tous les mois, en quelque sorte, c'est le vendeur qui fait office de banque, qui permet ce paiement étalé. Donc il y a aussi des investisseurs qui ont intérêt à se tourner vers le viager parce qu'ils n'ont pas le bon profil pour se tourner vers les banques. Parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, ou parce qu'ils sont déjà endettés, ou parce qu'ils sont intermittents du spectacle. En tout cas, tous ces statuts qui sont pas très bien accueillis dans le secteur bancaire. Donc le viager, aujourd'hui, à mon avis, fait du sens pour la population qui vieillit, et qui souvent est propriétaire, qui n'est pas forcément informé de tous ces leviers pour avoir des sous à partir d'un bien immobilier. Et ça fait sens aussi pour des acheteurs qui peuvent accéder à un marché qui coûte moins cher. S'il y a des personnes intéressées, du coup, pour te contacter, on peut te retrouver où ? Alors, je suis aussi bien sur LinkedIn que sur Insta, Nathalie Williams, à La Rochelle, et effectivement, donc sous la marque Votre Viager. Je partagerai tous les liens en description du podcast. Donc LinkedIn, Instagram pour retrouver Nathalie, effectivement, si vous avez des questions sur tout ça. Non, merci à toi, merci beaucoup, c'était super intéressant. On a dit tout ce qu'on avait à dire ? Ah, je crois. Ouais, bon, parfait. Merci beaucoup Nathalie, merci aussi à l'espace de coworking Working Share qui nous accueille une nouvelle fois pour l'enregistrement. Je vous remercie vous, mesdames et messieurs, pour nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.